Je crois que l'idée, c'est d'aborder la question de la connaissance, euh, parce qu'au fond, on est dans un monde qui privilégie ce qu'on appelle communément la connaissance, qui est en réalité du savoir. Et ce savoir, au fond, il a permis ou il permet toujours un extraordinaire développement des sciences, c'est-à-dire de la connaissance des lois de la nature, enfin en tout cas certaines lois de la nature. Mais en même temps, on se rend compte qu'il y a une espèce que ça ne nous rend pas plus heureux. C'est-à-dire, la somme de connaissances qu'on acquiert ou qu'on a accumulées crée, c'est un peu ce que disait Nietzsche déjà au 19e, hein, c'est-à-dire crée une baisse de vitalité au fond de l'être humain. Donc, on peut se poser la question dans quelle mesure le savoir est-il une finalité et est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière le savoir pour éclairer les consciences? Peut-on déjà commencer à définir ce qu'est le savoir et la connaissance? On fait une Oui, distinction, oui. parce que, à mon sens, le savoir, c'est justement ce que l'homme apporte en matière d'analyse de lui-même et du monde, et que la connaissance, c'est de l'ordre de l'intériorité, ce qui émerge et jaillit de l'intérieur sans apport du savoir. Est-ce qu'on part sur la même définition? Oui et non. J'adore les réponses oui et non. Mhm. Euh, je suis d'accord sur la définition du savoir qui est, on va dire, pour simplifier, de l'ordre de l'intellect et la connaissance de l'ordre de l'intuition, mais pour moi, ils sont quand même liés, c'est-à-dire c'est le savoir qui va quand même, ou la réflexion, la pensée, l'analyse, l'étude, la recherche, que sais-je encore, ou la curiosité intellectuelle, qui va créer cette espèce de matrice euh, qui va, à un moment donné, saturer d'une certaine manière et permettre être le lit, ou permettre être la matrice par où la connaissance va s'exprimer. Donc, si on, la connaissance pure, au fond, qui n'est pas analysée, qui n'est pas questionnée par le savoir, risque de conduire à des paroles révélées dont on ne sait pas toujours la source et qui peuvent être en soi assez dangereuses. Si on peut concevoir que cette connaissance, pour affiner un peu ce que tu viens de dire, si on peut concevoir que cette connaissance utilise le savoir comme un support pour qu'on puisse la comprendre, elle, donc déjà la connaissance reste du domaine de l'intangible ou de l'impalpable, et le savoir permet d'exprimer cette connaissance. Donc ça reste Oui, une c'est ça. représentation, C'est ça. c'est bien d'accord. Et si c'est une représentation, le savoir, c'est un signe de la connaissance. Oui. Le savoir que pour le savoir, c'est comme l'art pour l'art, ça sert à rien. Le savoir pour la connaissance, ça sert à se comprendre soi-même. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Comprendre l'homme, il n'y a que ça Bah, de c'est-à-dire, tangible ou pas. en fait, là, oui, mais en fait, on faut rajouter un troisième élément qui est le vivant. C'est-à-dire, c'est-à-dire le vivant, c'est-à-dire l'enthousiasme, la certitude intérieure que c'est ça, le plaisir de la découverte, la jubilation d'ouvrir la conscience sur quelque chose qui était inédit jusqu'à présent. Donc, donc ça peut aussi bien se passer dans le savoir que dans l'intuition, du reste, hein. Et que lorsqu'il y a quelque chose qui devient vivant en nous, c'est là où la puissance de transformation se met en place. Sinon, au fond, qu'est-ce qui se passe? On crée une coque mentale euh, qui, d'ailleurs, qui est très confortable parce que le mental ne souffre pas. Autrement dit, on peut se construire un système de représentation qui n'est pas du tout incarné, qui est performant parce qu'on vit dans un monde où l'intellect est survalorisé, et sans doute trop, et qui fait que qu'il n'y a rien de vivant, il y a juste des systèmes de défense en fait là-dedans. Donc, donc par contre, dès qu'on touche au vivant, que ce soit à travers une lecture ou que ce soit à travers une intuition, on est dans un processus de transformation et de métamorphose qui nous nourrit. Donc, moi, je n'ai rien contre le savoir, hein, mais à condition qu'il soit vivant et à condition que ce soit cette fonction matricielle, effectivement, qui, idéalement, reflète le champ de l'esprit, c'est-à-dire la source de l'intuition. Voilà.
pas la source, mais aussi la source, le champ de l'intuition. Peut-on situer cette source de l'intuition? Est-ce que tu le mets en rapport avec déjà la conscience? Et si on situe déjà la source de l'intuition, on tombe pas dans le piège justement de ce savoir à nouveau? Parce qu'on est toujours dans des représentations, c'est le problème de la représentation, c'est-à-dire on a, on a besoin de représentations pour comprendre et avoir des points de repère et puis aussi avoir une direction vers où orienter la conscience. Mais en même temps, toutes nos représentations, à un moment, deviennent des obstacles pour aller vers l'étape suivante. Donc un jour, il faut abandonner c'est la vie, c'est-à-dire acquérir, abandonner ce qui est acquis pour aller plus loin. Je prends l'exemple aussi de la marche. Oui. Quand on est enfant et bébé, on apprend à marcher. Oui. Mais on imite déjà la marche auprès de ses parents. Oui. Donc, il est en quête de quelque chose, nous étions d'ailleurs en quête de quelque chose qui n'était pas là, mais qui était de l'ordre de l'imitation. Une fois qu'on commence et qu'on y arrive, les premiers pas, 4 pattes, après 2 pieds, et lorsqu'on a 2 pieds, on tombe, parce qu'on apprend à marcher. Apprendre est un processus du savoir pour développer quelque chose qui va être de l'ordre de l'intériorité. On ne réfléchit plus lorsqu'on marche. Par contre, lorsqu'on cherche le savoir, on est en constante réflexion. On réfléchit. Ce qui veut dire que il y a quelque chose de l'ordre de présentiel, tu suis, de l'ordre de l'innommable qui essaye de se présenter dans le côté visible des choses, entre autres la marche. Et lorsqu'on marche, on ne réfléchit plus. Donc lorsqu'on connaît, on ne réfléchit pas. C'est ça que j'essaye de dire. Tandis que le savoir, ça s'imite constamment. On répète le même schéma, on réfléchit et on le remet en cause, et on reste dans un système de pensée. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est la connaissance, dans ces cas-là, elle n'est pas figée, elle est en dynamique. Et comment on peut expliquer ça? Quelque chose qui est là, d'impalpable et en dynamique, qui se met en mouvement. Pourtant, c'est pas du mouvement, la connaissance. On ne peut plus appeler ça de la connaissance. Y a-t-il une contradiction pour toi entre connaître et la dynamique, le mouvement? Si on parle de l'esprit, qui lui est non-mouvement, si on intègre de ça. Alors, deux choses. La première chose, c'est que la connaissance, le savoir, pardon, peut aussi se figer dans des habitudes, et donc on ne questionne plus le savoir. Donc il peut être purement automatique, répétitif, et, comme la marche. Mais si on questionnait notre marche, ce serait intéressant, parce qu'on considère que c'est un acquis, mais quand j'étais en Amazonie, j'ai vu des gens, des peuples premiers marcher d'une manière merveilleuse, sur les rochers, à travers la forêt, etc. On ne sait plus marcher, nous, aujourd'hui. Parce que marcher, c'est quoi? Marcher, c'est effleurer la terre de ses pieds nus, c'est palper le corps de la grande déesse, c'est entrer en délicatesse, dans le bon sens du terme, avec les autres êtres de la nature, les plantes, les animaux, peut-être même les gnomes, je ne sais pas. Donc marcher, c'est un art qu'il faut sans cesse questionner. Donc c'est une métaphore et c'est en même temps la réalité, c'est-à-dire dès qu'un savoir est acquis, on a quitté l'université ou on a quitté le lycée et on passe sa vie ensuite à répéter, on n'apprend plus rien. Donc on vieillit avec quoi? On vieillit parce qu'on est resté figé sur un passé, qu'on croit l'absolue réalisation de tous nos efforts qu'on a fait pendant 5 ans en 10 ans, et après c'est fini. Donc même si on fait de la formation professionnelle, je veux dire, on reste dans les mêmes schémas de pensée répétitifs. Donc le savoir s'incarne dans le corps, c'est un avantage et un inconvénient. C'est l'avantage et l'inconvénient de l'habitude, d'une certaine manière. C'est-à-dire, l'habitude nous évite de faire de réinventer la roue à chaque fois, mais en même temps, elle nous contraint à rester dans la roue du même. Alors que la dynamique de l'intuition, moi, mon expérience, c'est que l'intuition est dynamisme. L'intuition elle-même est un processus dynamique.
Donc c'est évidemment quelque chose qui va nous faire un eureka ou nous mettre sur une nouvelle piste. L'intuition apporte du nouveau, alors que le savoir est la répétition du même, ou le fait de toujours creuser sa même noisette pour tourner en rond dans les mêmes, approfondir son lit, mais jamais nous faire sortir du lit pour rentrer dans un autre foyer de réalité. C'est ce que fait l'intuition. Mais l'intuition l'intuition ne se mémorise pas, elle est dynamique en soi, et plus on cherche à l'atteindre, moins, plus elle devient évanescente. Donc il y a quelque chose de l'ordre du surgissement, qui suppose simplement une disponibilité, entrer dans le non-savoir, justement. Quand on a beaucoup lu, on sait que la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Forcément, puisque il suffit de concevoir l'immensité surtout aujourd'hui, l'immensité de tous les champs de savoir, informatique, ingénieur, médecine, biologie, biochimie, etc. Donc, c'est des noisettes qu'on a, mais même ces noisettes-là, elles se fichent facilement. Alors que l'intuition, c'est le coup de foudre qui va remettre ça en mouvement, mais plus on oublie, plus on a de la chance de recevoir de nouveaux coups de foudre. Tu veux dire que le process même de la connaissance, c'est une dynamique de l'oubli. Oui, absolument. Absolument. Donc il faut constamment oublier ce qu'on sait pour toujours accueillir. Bah oui, il faut faire de la place nette. Il faut nettoyer. Et si on se met en marche dans sa vie, Oui. On marche en dynamique, en équilibre, Oui. et toujours en déséquilibre. Oui. La marche, c'est un déséquilibre équilibré. La marche, c'est des chutes arrêtées en permanence. C'est impressionnant. Ça veut dire qu'apprendre à marcher dans sa vie équivaut, vraiment, marcher droit par exemple, équivaut à apprendre, à entendre ce qui émerge en nous. Donc, si j'entends ma dynamique intérieure toujours équilibre, déséquilibré, j'apprends à marcher. N'est-ce pas ça, la réception de cette forme de connaissance que tu mets en rapport avec l'intuition? Oui, c'est rester dans cet état de ce que j'appelais le non-savoir, mais qui est effectivement une forme de déséquilibre. C'est-à-dire, on n'a plus rien à se raccrocher. Alors, la métaphore de la marche ici est intéressante, puisque c'est aussi l'équilibre est lié aussi aux oreilles. Oui. Et donc à l'écoute profonde. Et celui qui écoute, il se débarrasse de ses représentations pour être disponible à l'inaudible, à l'inouï, en réalité. On peut mettre du sens dans le développement biologique. La raison pour laquelle l'équilibre se situe dans l'oreille interne. Alors, il y a l'équilibre corporel, bien sûr, autour du nombril, et il y a l'équilibre de l'oreille interne. Pour quelle raison cet équilibre de la marche et l'équilibre biologique se situent dans ces endroits-là? Est-ce que tu vois du sens dans ça? Pour quelle raison l'équilibre biologique se situe au niveau des oreilles, c'est ça? Pour quelle raison l'équilibre biologique a été formalisé morphogéniquement au niveau de l'oreille interne? Pour quelle raison? Est-ce que tu y vois du sens? Certainement. C'est-à-dire que, imaginons, tu vois, on ouvre un corps humain, on ne voit pas l'équilibre. Par contre, on ne peut même pas le dire, on ne peut pas le voir. C'est en observant la marche et en découvrant le système de fonctionnement biologique que l'on découvre que l'oreille interne véhicule l'équilibre intérieur. Ce qui est intéressant, c'est à l'intérieur d'une spirale, tout ça. La spirale logarithmique même, qui elle-même est l'image du mouvement du cosmos, les galaxies, les ouragans, les tornades, les siphons pour l'eau. Tout est tornade, tout est cyclique, mais en même temps tout est vortex. Et la spirale logarithmique essaye de nous montrer à l'intérieur de notre oreille le jeu d'équilibre entre justement les oscillations du cosmos et les oscillations de la voix en rapport avec une solidification du son cosmique
et du son biologique qui devient cyclique, tous les chemins cycliques de l'organisme. Donc, si je te posais cette question, c'est le jeu d'équilibre s'inscrit dans le corps, dans l'oreille interne. Apprendre à marcher est un jeu d'équilibre et de déséquilibre. N'y aurait-il pas là un signe, par rapport à tous tes ouvrages que tu as écrits, un signe qui marque le lieu de l'équilibre cosmique à l'intérieur de nous? C'est-à-dire, effectivement, l'oreille, c'est le lieu de l'entendement. L'entendement, c'est la compréhension. Donc, la cochlée, qui est en fait cette forme labyrinthique qui est à l'intérieur de l'oreille, qui a une forme spirale, va représenter le labyrinthe de la pensée. Qui, si on va au fond, on rencontre quoi? On rencontre la columelle, ce qu'on appelle la columelle. Or, la columelle, c'est cette petite partie au centre, au bout du labyrinthe, qui transforme les vibrations sonores en signaux électriques et qui va permettre au cerveau de reconstruire les sons, etc. Et on va dire j'entends. Donc, or, la columelle veut dire colonne. Et Hermès se traduit par colonne. Donc au fond, la posture de la compréhension pour sortir du labyrinthe, ou l'aboutissement du labyrinthe, c'est cette capacité d'être dans la verticalité de la colonne, et on rejoint ce grand dieu Hermès, au fond, qui est le dieu de l'intelligence et de la pensée, et qui va nous permettre au cerveau d'interpréter les vibrations sonores. Donc, effectivement, la connaissance de ce point de vue symbolique, du coup, c'est d'abord écouter, entendre profondément, écouter l'inouï, écouter les sons inaudibles, écouter la leçon de Dieu. Et après, produire un entendement, c'est-à-dire questionner le son inaudible qui a été entendu, ou le son du monde éventuellement, et une fois que ça c'est questionné, sortir du labyrinthe pour entrer dans la verticalité de la colonne, c'est-à-dire dans le mouvement immobile. Donc dans l'oreille est codé au fond tout le processus d'entendement de l'être humain qui lui permet de garder un équilibre. Alors un équilibre entre quoi et quoi? Un équilibre entre la cime et l'abîme, c'est-à-dire entre l'angoisse profonde, métaphysique ou psychique d'ailleurs, qui mine sans cesse son équilibre, l'équilibre du moi, et puis l'autre angoisse, qui est l'angoisse métaphysique, de l'infini, de l'immensité, de l'éternité, qui peut donner le vertige. Donc effectivement, l'oreille c'est aussi l'espace du vertige, hein. Lorsqu'on a comment on appelle ça, ces petits éléments de calcium qui sont dans l'oreille, qui sont bougés, on perd l'équilibre. Donc c'est un joli symbole, l'oreille, par rapport à la marche. Et par rapport à l'entendement, au processus de connaissance, justement. Et l'entendement est une vibration. Alors l'entendement est une vibration, oui, bien sûr. Ça commence par une vibration sur le pavillon. D'ailleurs, le pavillon, c'est ce que vous verrez tout le monde. Et ensuite, ça rentre dans l'oreille interne. C'est intéressant. Tu vois, ce mouvement d'ondulation, oscillation, qui entre à l'intérieur de l'oreille, à l'intérieur d'une spirale, pour être transformé en signaux chimiques et électriques, et ensuite qui va être disposé à l'intérieur de l'organisme pour être traité. C'est comme si, encore une fois, le son devient chair pour qu'on puisse l'entendre. Peut-on dire la même chose avec le savoir humain? C'est-à-dire que le savoir humain digéré, mâché, digéré, nous permet d'entendre justement l'inaudible. Oui, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la matrice. Hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas séparer le savoir de la connaissance. C'est comme si on nous enlevait le pavillon ou la cochlée pour aller directement à la columelle, ça ne peut pas fonctionner. Mais comme tout est processus dans le vivant. C'est-à-dire la pathologie, c'est de s'arrêter à un endroit du processus.
et que la conscience s'identifie à une étape du processus et dire ah ça y est j'ai trouvé ce que je cherche, j'ai trouvé Dieu, j'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé je sais pas quoi. Non, non, tout est processus. Dès que le mouvement s'arrête, on rentre dans une pathologie. Donc le mouvement s'arrête dans le champ de la connaissance, ce serait au niveau du pavillon, j'élabore tout en réfléchissant, mais ce serait écouter en permanence des informations, des conférences, des séminaires, etc. On a le pavillon grand ouvert pour recevoir plein d'informations. Ça, c'est la première pathologie, si on s'arrête là. La deuxième pathologie, ce serait lire sans cesse, réfléchir, essayer de comprendre comment ça se passe, décortiquer des processus, ce serait le pavillon la pathologie du labyrinthe. Et puis après, la pathologie de la colimène, ce serait de dire, voilà, je suis un prophète, je reçois directement les informations, et puis vous savez qu'on n'écoute plus à ce moment-là, on n'est plus que dans la parole. Donc, écouter et entendre, c'est quoi la différence en fin de compte? Moi, écouter, c'est lorsque la conscience se pose dans l'oreille, et entendre, c'est lorsque la conscience est ailleurs. C'est-à-dire, écouter, c'est rentrer dans le silence mental pour s'ouvrir à l'inaudible, c'est-à-dire ce qu'on n'a jamais entendu, et accepter que ça nous transforme. Et ça, c'est très difficile. Et entendre, c'est juste laisser passer les trucs, rentrent par une oreille, ça sort par l'autre. Tu ferais quoi comme distinction? Ah oui, effectivement, je ferais pareil que toi. C'est l'écoute est comme une forme de préparation. Mais comme on n'est jamais préparé, ça rentre et ça sort. Et l'écoute, moi j'entends un son, le mot goutte aussi, tu vois. C'est quelque chose qui vient. Écouter, ça coûte. C'est ça, oui. En plus, énormément. Ça me fait rappeler justement cette chose-là où on sonne à la porte, on ne répond pas. Quelque chose goûte en moi, s'écoule en moi, afin que je l'écoute, mais je ne l'entends pas. Donc l'entendement vient après, qui est réellement quelque chose de l'intériorité encore, qui n'est pas un processus biologique. Ça n'a rien à voir avec le biologique, l'entendement. Et entendre, c'est vraiment lié à une forme d'acuité de la conscience. Savoir entendre ce qu'on écoute. Moi, je vois ça. Et donc, il y a vraiment un pont à faire entre cette intuition, cet entendement, et l'entendement, il y a vraiment quelque chose de... Comment je peux dire ça? Exponentiel. C'est quelque chose de non-mouvement, mais en constante dynamique encore. Et plus je m'écoute moi-même, plus l'entendement s'élargit. Est-ce que ça te parle si je dis ça? Bah oui et non. S'écouter soi-même, Genre c'est différentes résonances. oui, alors s'écouter soi-même. Comme toujours, une chose et son contraire sont contenus dans chaque élément. Oui, effectivement. Donc c'est pour ça que je dis toujours oui et non. S'écouter soi-même, ça peut être une forme de narcissisme où on tourne en rond dans ses propres ressentis. Oui. Okay. S'écouter soi-même, ça peut aussi être un acte d'authenticité par rapport à ce qui surgit en soi. À ce moment-là, ça devient plus intéressant. C'est ça, ce qui est intéressant. C'est l'authenticité avec soi-même. Voilà, mais à ce moment-là, ça veut dire que ça change en permanence. Jusqu'au jour où on découvre peut-être la nature du réel, mais en tout cas, c'est le processus lui-même d'écoute qui fait le changement. Après, voilà. Tu vois, on est toujours dans ce niveau paradoxe, comme tu disais, oui ou non. Le côté ambivalence des choses. Et pour moi, c'est très parlant ça aussi, parce que le réel est paradoxal, est ambivalent et antinomique. Si on n'intègre pas cette notion-là, on tombe toujours sur un de nos pieds.
Il faut 2 pieds pour Et il pouvoir faut 2 marcher. pieds. Et il faut 2 yeux pour voir la profondeur des choses. Et 2 oreilles. Et 2 oreilles. Par contre, pourquoi on n'a qu'une langue? Ah, parce que le verbe est unique. Donc le corps est en lui-même l'expression de l'esprit. Ben, le corps, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire Mm. le corps humain est une involution du soi dans la matière. C'est-à-dire, ses formes, ses couleurs, son organisation, enfin l'oreille dont on parle, sont aussi des éléments symboliques, donc qui nous renseignent sur c'est quoi l'entendement, c'est quoi aimer avec la bouche, c'est quoi la connaissance avec les yeux, etc. C'est intéressant le mot savoir, parce que étymologiquement, il est lié au mot saveur. Mm. Savoir et saveur. Savoir De et même le mot savourer, c'est la même racine. conscience. Conscience. Le mot science, Mm. qui est lié à l'étymologie savoir Mm. et saveur. Donc il y a quelque chose à voir et à entendre, à voir. Mais c'est pas l'œil qui voit là. À voir à travers l'œil de l'esprit. Mm. Entendre par l'oreille de l'esprit, qui n'est plus biologique là. Quelque chose de l'ordre de la digestion. Mm. Tu es d'accord avec ça? Et qu'il faut manger la connaissance. Enfin, manger le savoir plutôt. Ben, il faut, Pour qu'il se métabolise. c'est-à-dire l'acte de manger est intéressant, parce que c'est une profondeur symbolique essentielle. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on mange? On fait passer un extérieur dans l'intérieur. Et c'est ça l'évolution, en fait. C'est passer d'un extérieur vers un intérieur. C'est le passage du paganisme au christianisme. C'est-à-dire les dieux sont passés de l'extérieur à l'intérieur du cœur de l'homme. Et donc, c'est développé à partir du 5e siècle. Enfin, je parle du christianisme politique à cette époque. C'est développé la vie intérieure. C'est développé un contact intime entre l'homme et son Dieu, alors qu'avant l'intimité n'existait pas. Donc il y a eu une phase de progression, mais on peut aussi le voir dans la nature. Je veux dire, au début on avait des tortues avec carapace, et puis progressivement, alors c'est pas une filiation biologique, hein, c'est une filiation symbolique, on a eu des arthropodes et des mammifères où l'os s'est intériorisé et est devenu, où la carapace s'est intériorisée et est devenue os. Chez les plantes, c'est pareil, les premières fougères, elles se reproduisaient en lançant leur spermatozoïde et leur ovule dans une flaque d'eau au petit bonheur de la chance, donc c'était à l'extérieur. Puis après, on a eu beaucoup plus tard les plantes à fleurs où l'organe de reproduction était porté par la plante elle-même. Les oiseaux, c'est pareil. Donc le processus d'évolution, c'est de faire d'une fonction extérieure une réalité intérieure. C'est vrai en biologie, c'est vrai sur le plan psychique, parce que quand on voit que le monde extérieur est le reflet de nos plus intimes pensées, on commence enfin à arrêter d'être dans le jugement de valeur et à faire un travail intérieur. Parce que le travail intérieur, c'est quoi? C'est cette capacité de changer le monde, mais on réalise que le monde ne change que si on se change soi-même, etc. Donc à chaque fois, c'est ce processus de manger, faire d'un extérieur un intérieur, qui va nous amener dans le palais, précisément, qui est le lieu à la fois de l'union du temporel et du spirituel. Et le palais, hein, c'est intéressant de l'entendre avec un temple, un palais présidentiel ou royal. Voilà, mais le vrai palais, pas le palais de Versailles. Ah, il y a, si je suis la logique de l'évolution par rapport à tes exemples, tu suis, ce processus d'accroissement de données, d'accroissement d'informations transformées. En fait, de complexification. Complexification, exactement. Et sophistication également, complexité. Et de diversification, il y a les deux. Plus il y a d'accroissement de données, plus on multiplie justement la complexité. Les formes. Bien sûr. Et ce qui veut dire que plus une personne acquiert des données extérieures, qu'on va appeler juste le savoir, plus il doit le métaboliser, le rendre lui-même, soi-même, afin de se complexifier, selon la même logique de l'évolution. Ce qui veut dire que la saveur du savoir permet à la conscience de se déployer davantage vers d'autres plans. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Il ne faut surtout pas figer le savoir. Je parle bien de l'intérioriser. Oui, je suis d'accord. Après il faut bien parler de complexification et non pas de complication.
Ah oui, il faut faire la différence, bien Ouais. sûr. Ouais, complètement. Parce que la complexification, c'est... je prends souvent cette image, mais euh, un Boeing 747, c'est compliqué, et un plat de nouilles, c'est complexe. C'est-à-dire le Boeing 747, avec un bon manuel, tout le monde peut le reconstruire, même si ça prend un peu de temps. C'est compliqué à construire, mais on y arrive. Alors que reconstruire un plat de pâtes, une fois qu'il est cuit à l'identique, surtout si c'est des spaghettis, c'est quasiment impossible. Donc le complexe, c'est des situations uniques, et le compliqué, c'est du reproductible. Donc la pensée complexe, au sens d'Edgar Morin, c'est la pensée qui tient compte de l'ensemble de l'environnement et qui voit que chaque moment est unique parce qu'il est conditionné par l'ensemble de son environnement et qu'il participe lui-même à l'environnement. Donc lorsque la pensée devient complexe, justement, elle quitte le savoir, c'est-à-dire elle quitte la répétition du même et la technique et le savoir qui est devenu un savoir-faire. Et dans la complexité, on est obligé d'aller vers un savoir-être. Mais je déteste ce terme de savoir-être, parce que c'est plutôt être savoir que savoir-être en réalité. C'est l'être qui va produire du savoir à ce moment-là. Mais en tout cas, on va de plus en plus vers une diversification de l'être humain, où chacun devient du coup exprime son propre génie créateur, parce que justement il accueille le non-savoir, il accueille le non-savoir et il accueille la complexité en lui. Et à ce moment-là, il y a des choses merveilleuses qui vont se réaliser, comme le pianiste, comme le peintre, comme tous les artistes qui le savent bien du reste. C'est quand on accueille c'est quand on accueille le vide que ça fait de la place pour l'émergence du nouveau. Depuis tout à l'heure, on essaye de toucher quelque chose de l'ordre, je dirais, conceptuel, parce que on utilise des termes, des mots, on parle de conscience, on parle d'intuition, on parle de connaissance. Ce sont des concepts qui servent à pointer du doigt. Pointer du doigt, c'est intéressant, on utilise toujours nos sens pour exprimer toute cette chose-là, parce qu'elle nous échappe, sans concept sensible. Donc il faut toujours employer du sensible pour exprimer cette chose insensible. Attention, insensible. Je dirais plus subtil peut-être. Non, je dirais comment on pourrait dire? Mais je dirais pas qu'elle est insensible. Je dirais que si elle nous semble insensible, c'est que notre sensibilité n'est pas suffisamment affinée pour que nous en soyons sensibles. Autrement dit, c'est un autre ordre de sensibilité, plus subtil, c'est ça? Voilà, c'est ça. Pour moi, une deuxième clé de l'évolution, c'est, en plus du fait de l'intériorisation des fonctions, comme la carapace qui est devenue os, c'est l'augmentation de la sensibilité, de la fragilité. Pourquoi l'homme a réussi mieux que les autres espèces de mammifères? Simplement parce qu'il était nu, qu'il n'avait pas de crocs pour mordre, de griffes pour se défendre et de fourrure pour avoir chaud. Donc il était infiniment fragile. Et c'est grâce à cette fragilité-là, qui le rend plus sensible du coup, qu'il a développé son cerveau et aujourd'hui maîtrise la planète. Donc c'est notre fragilité qui est notre richesse, et non pas toute la carapace qu'on va construire. Et cette sensibilité, si on continue à la pousser, là elle nous a rendu maître de l'environnement biophysique en réalité, mais si on continue à la pousser, elle va nous rendre participants ou co-créateurs à l'univers métaphysique, ou au monde imaginaire, ou au monde invisible, peu importe ici. Mais plus on ouvre cette sensibilité, plus on est fragile, plus on est en danger, et plus la vie peut nous féconder. Donc, et la connaissance, c'est ça, c'est-à-dire à un moment, plutôt le savoir, à un moment, peut bloquer ce processus, parce qu'évidemment, c'est une nouvelle carapace dont on va se construire. Et entrer dans le non-savoir, c'est pas savoir ce qu'on veut dire la seconde qui suit, et donc, au début, c'est un véritable danger. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, parfaitement. Tu l'emploies vers une autre direction, mais tout est connecté. Mais pour pouvoir voir la connexion, même là, voir la connexion, c'est-à-dire le sensible, nous permet de comprendre
Alors, cette chose-là. bien sûr, parce que même le savoir, pour reprendre ce terme, est le fruit de nos sens. C'est-à-dire, il y a une doctrine qui s'appelle le sensualisme, hein, qui explique au fond que toute la connaissance est née du développement de nos sens. C'est pas fou, hein, si on regarde en même temps que le télescope, le microscope, les radiotélescopes et tout ça sont des prolongations des organes de sens, la vue, l'ouïe, etc. Donc, il y a que l'odorat qu'on n'a pas pu prolonger, parce que on n'a pas encore de machines qui permettent de capter les odeurs. Mais ce que les machines ne savent pas faire et que nous, on est capable de faire, c'est de sentir avec notre peau l'atmosphère des lieux, par exemple. Donc c'est pour ça, c'est un peu une digression, mais je ne pense pas que le transhumanisme et toutes ces disciplines vont remplacer l'homme. Elles vont au contraire nous obliger à être plus humains, c'est-à-dire à développer des qualités qui sont de l'ordre de l'intuition, de la fragilité, du sensible, etc., que les machines sont incapables d'avoir. Et donc on va être obligé de faire des calculs, toutes les machines peuvent le faire, donc ça ne sert à rien d'apprendre la table de multiplication par cœur. Par contre, s'asseoir sur Azafu pour méditer, les machines ne savent pas faire. Et donc, je pense que tout ça, ça va rendre encore plus clair la spécificité de l'être humain par rapport à tout ce monde mécanique et, d'une certaine manière, nous pousser à grandir. Tu veux dire que parce qu'on va être confronté au transhumanisme, on sera obligé de se confronter à son humanité. Exactement. Exactement. Oui, on peut le voir de cette manière-là. Du danger peut naître... J'essaie d'être optimiste. Ah oui, je vois ça. Du danger peut naître l'espoir. Ce serait... Il n'y a aucun problème parce que tout est possible. Bah, sinon, c'est la paresse. Je veux dire, alors c'est toujours la même chose. C'est toujours cette histoire de pourquoi le capitalisme a réussi et a écrasé les autres cultures chamaniques, indiennes, mésopotamiennes, enfin, l'Amérique du Sud, etc. Parce qu'il promet la satisfaction immédiate du désir. Je veux quelque chose, je l'achète. Et donc, c'est la seule culture qui alors, assez paradoxalement, parce qu'en même temps on travaille beaucoup, mais c'est la seule culture qui s'appuie sur en fait, la sexualité et ses différents modes de sublimation, et sur la paresse intellectuelle, paresse de se transformer soi-même, paresse de se questionner, etc., pour réussir. Mais en même temps, le transhumanisme, c'est ça, c'est-à-dire c'est cette espèce de on met une puce dans le cerveau et on a tout Wikipédia dans la tête, donc c'est la paresse d'apprendre, mais peu importe les informations, on s'en fout en réalité. Ce qui est intéressant, ce qui forme, c'est le processus d'apprentissage. Donc si on nous met tout cru dans la bouche toutes les connaissances du monde, and so what? C'est-à-dire on n'aura pas construit le corps mental. Et si on ne construit pas le corps mental, on n'a pas de réceptacle au champ de l'intuition, c'est-à-dire au monde de l'esprit. Donc on va être obligé de penser des choses comme ça. On parlait de la marche tout à l'heure, l'enfant il limite la marche, il lui faut des mois et des mois pour apprendre, y compris pour manger, c'est ça. Y compris pour gérer le son et écouter. C'est-à-dire que le transhumanisme, de l'immédiateté aussi, cause problème à cause justement du problème d'apprentissage. C'est ça. Et s'il n'y a pas un apprentissage, on n'apprend ni de nos erreurs, ni des autres, et ni de nous-mêmes par rapport à ce qu'on sait bien faire. Pas de satisfaction parce qu'on sait bien faire, insatisfaction parce qu'on ne sait pas bien faire, et l'image de l'autre nous renvoie à ce qu'on est incapable de faire, immédiateté. On est des enfants, on n'a jamais grandi, on ne saura jamais marcher par nous-mêmes. Allez, âge mental de l'humanité, tu dirais combien? La première chose qui m'est arrivée, 2 ans. Moi j'aurais dit 5 ans, Ah ouais. on n'est pas loin. 2 ans. C'est le concept moi, la construction du moi. Quand je dis âge mental, je veux dire âge de conscience. Hein, oui, moi c'est le moi, là. Construction du moi. Construction du moi, c'est ça. Je suis noir, je suis pas noir, je suis blanc, je suis pas blanc, je suis ceci, je suis pas cela. Construction du moi. Je veux ceci. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et
immature sur tous les plans. Donc nos décisions, il ne faut pas écouter un enfant de 2 ans pour prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on dirait de la politique, l'économie et tout le reste, ça serait pareil. Et ils veulent nous mettre en plus le transhumanisme. La technologie, de toute façon, est obligée de tendre vers ça. Mais ça reste que du savoir, c'est-à-dire, tant qu'on n'a pas acquis le processus d'imitation pour le faire soi, on reste enfant. On est des enfantins. Et au niveau spirituel, le développement personnel, c'est de l'enfantillage. Parce que c'est en 2-3 mouvements, tu vas voir, tu vas sortir tes clés. Pas impersonnel, hein. Parce que tu as Je sais beaucoup. pas, je suis dire que toi, C'est vrai. je l'ai longtemps été dubitatif par rapport au développement personnel. Ah, je suis très dur, hein, mais tu vois. non, parce que C'est du capitalisme, à bon sens, spirituel. Hein. non, parce que je suis d'accord qu'il y a des vrais processus de transformation intérieure et de rééquilibrage du moi. C'est pas une spiritualité, ça reste de la psychologie. On est d'accord, mais avant que... c'est ça d'ailleurs le danger, si le moi n'est pas suffisamment structuré, le transpersonnel va faire exploser la personne. Effectivement, Et donc on va rentrer dans les maladies mentales, qui peuvent être très, très merveilleuses, très prophétiques, très inspirées, etc. Mais il n'y a aucune structure. Sauf que là, j'ai l'impression que tu mets le développement personnel dans un processus plus élargi, qui dépasse le développement personnel. Le développement personnel, c'est viscère nombril, autour de son nombril. C'est sûr. Mais à un moment, il faut passer par le diaphragme. Et diaphragme vient du grec, je crois, qui veut dire séparer. Et séparer a pour racine se mettre à part pour naître. Donc il y a un moment de rentrer dans la solitude pour rentrer dans l'espace du cœur, c'est-à-dire dans l'espace au fond de l'amour et du contact avec l'immanence, pas la transcendance, mais l'immanence. Mais dans la respiration, le diaphragme s'appuie sur les viscères. Donc, symboliquement, s'il n'y a pas un moi suffisamment formé, alors qu'il soit équilibré ou pas, la question, c'est une autre question, mais s'il n'y a pas un moi suffisamment formé, le diaphragme ne peut pas s'appuyer sur les viscères et donc ne peut pas accomplir le rôle du cœur, ne peut pas nourrir le cœur par la respiration. Donc, je pense qu'il ne faut pas sauter d'étape. En même temps, on a membre inférieur, conquête du monde, système des viscères, nombril, élaboration du moi, et ensuite on a le cœur et le contact avec le soi, le contact avec le monde, l'intelligence du cœur, précisément. Mais c'est des étages d'une fusée, et il faut... Le troisième étage s'appuie forcément sur le deuxième qui s'appuie sur le premier. Et là, on est dans un système désassemblé. Le développement personnel ne s'intègre pas dans un mouvement plus élargi. Je suis d'accord avec tu vois. Donc, il faut peut-être, comme tu dis, l'intégrer dans un mouvement beaucoup plus large que lui-même, qu'on pourrait dire transpersonnel. Développement transpersonnel, là, ça parle un peu plus, quoi. Mais Stanislas Grof, ça parle beaucoup mieux. Psychologie transpersonnelle. Ouais, voilà, avec le transpersonnel. Après, pourquoi le mot développement? Qu'est-ce qu'on cherche à développer? Alors voilà. C'est ça le problème aussi. Oui. Alors, on développe quoi? Dans le champ transpersonnel, on ne développe rien. Alors, pourquoi ce mot? Parce que, voilà. Pour faire joli. Pour faire le décorium. Parce que c'est une réminiscence du développement du moi. Développer, ça veut dire quoi? Ça veut dire entrer dans une floraison, c'est-à-dire c'est ouvrir les différentes parties de soi et les harmoniser pour produire de la beauté, pour produire un équilibre. Mais c'est vrai que dans le champ transpersonnel, ces sujets sont plus d'actualité, c'est-à-dire le moi devient, j'aime beaucoup ce mot, translucide, c'est-à-dire il y a à la fois dans la transe dionysiaque et dans la lucidité apollinienne. Autrement dit, c'est cette capacité de la conscience de surfer sur des expériences profondes qui peuvent être d'ailleurs lumineuses ou sombres, et de s'en nourrir, et tout en restant lucide. Et pour ça, il ne faut pas être attaché au petit moi, c'est-à-dire il ne faut pas être attaché à ces... comment dire, il ne faut plus avoir peur. Peut-être que tous ces systèmes-là sont là justement de savoir
pour justement le côté paradoxal, tant faire une florescence du moi qui est obligatoire pour aller au-delà. On est obligé de passer par ça pour manifester ses propres forces, pour ensuite les dépasser. Donc, sauf qu'on s'est arrêté en chemin. On a développé des forces et on les a magnifiées, on les a encensées. Oui. Et donc on s'est arrêté dans le point de vue du développement de l'enfant. À partir de là, développement embryonnaire et développement de l'enfant à la petite enfance pour apprendre à parler et à marcher, comme on disait tout à l'heure, c'est dans un élan. Et dans un, tu vois. Et donc à partir de là, le développement personnel, c'est arrêté dans le développement embryonnaire. On s'est arrêté dans le développement de la conscience du moi. Et donc, on est figé, on est bloqué, parce qu'on encense un arrêt du mouvement. Et il ne faut surtout pas arrêter le mouvement. Et je pense que qu'il y a ce problème-là constant dans tout le savoir, c'est l'arrêt du mouvement. Quand je dis ça, j'intègre même la science. Pour quelle raison? Parce que lorsque la science énonce ses principes, toute vérité est relative et puis une autre vérité vient la remplacer, très bien, tout est relatif, il n'y a rien. On cherche du mouvement constant, mais qui n'est pas dans le point de vue, dans le sens progrès. Ce développement-là en question, ce n'est pas un progrès au sens scientifique où on acquiert de plus en plus de savoir pour comprendre les choses. On est dans un développement transpersonnel, transcendant, et par conséquent, ce que j'essaye de montrer, c'est la science actuelle reste dans un développement du progrès qui nous empêche de toute manière de toucher le transcendant. Ah oui, parce que la science, les trois piliers de la science, la méthode scientifique, c'est quoi? C'est la causalité, donc toute action a un effet, mais pour qu'il y ait un effet, il faut une cause. C'est la répétition, et il faut que ce soit quantitatif. Donc, le monde métaphysique, ou le monde du mystère, ou le monde imaginal, peu importe, il n'est jamais dans la répétition, il est en changement permanent. Il n'est pas mesurable, c'est-à-dire il n'est pas quantitatif, et on ne peut pas le peser, il n'est pas matériel. Donc la science n'est pas adaptée, la méthode scientifique n'est pas adaptée pour explorer ce monde-là. Par contre, il y a effectivement des progrès, alors c'est la fameuse épistémologie de Popper, pour dire que ce qui est scientifique est falsifiable, c'est-à-dire on est scientifique que ce dont on peut démontrer que c'est faux. Bon. Et ça fait quand même avancer la pensée. Autrement dit, ce qui fait avancer le savoir scientifique, c'est le doute permanent, et pour avoir fait quelques années de recherche, je sais que pour trouver quelque chose, il faut en permanence se dire c'est une connerie ce que tu fais, et en permanence être en même temps convaincu que tu as raison. Et il faut soutenir ces deux chevaux-là pour faire avancer le char de savoir. Parce que si tu doutes en permanence, tu fais rien. Et si tu es persuadé que tu as raison, tu fais 1000 fois la même erreur de protocole ou d'expérimentation. Ouais. Donc ça ne marche pas. Donc il faut tenir ces deux éléments paradoxaux et contradictoires. Et ça demande un état d'esprit qui est une grande humilité pour faire ça. Donc on ne peut pas reprocher à la science de ne pas explorer le monde spirituel. Par contre, parce qu'elle n'est pas outillée pour ça. Oui, la méthodologie. C'est ça. Donc il faut inventer une nouvelle méthodologie. Gilbert Durand parlait d'une méthode, au lieu d'une méthode, pour paraphraser Descartes. Il avait écrit un petit ouvrage qui s'appelle Le traité de la méthode, où justement il commençait à développer les lois du monde imaginal et comment on peut essayer d'explorer ce monde-là. Bon, il n'a pas été beaucoup suivi, malheureusement. Mais, c'est bien dommage, il y a beaucoup de choses à dire. C'est sûr. Il m'a énormément influencé et permis de comprendre énormément de choses. Robert Dezoil aussi, toutes ces personnes. Oui, la méthode est représentative de notre mode de fonctionnement. Ah oui.
Et donc, elle clôt, et pour moi, l'autre inconvénient de la science, c'est d'ailleurs ce que beaucoup considèrent comme une qualité, c'est l'objectivité. Or, l'objectivité, c'est la non-intervention du sujet dans l'expérience. C'est-à-dire, en gros, ça marche. C'est vrai que si on fait tomber une pierre ici, je vais à Madagascar et que je fais tomber une pierre, elle tombera pareil. Donc, il n'y a pas d'intervention du sujet dans l'expérience. Sauf que le sujet fait partie du champ d'expérience. Je veux dire, l'être humain, le scientifique, avec ses préjugés, ses systèmes de croyances, ses systèmes de représentation, etc., il y a toujours un biais cognitif ou culturel qui fait qu'on fait telle expérience ou pas une autre, d'une part. Et d'autre part, ça ne permet pas d'explorer l'interconnexion de toutes les réalités qui a été mise en évidence par la mécanique quantique. Donc ce qu'on appelle l'intrication quantique. Donc c'est une limite à la science, c'est-à-dire elle est fondamentalement dualiste. Et elle empêche la dimension subjective d'intervenir dans l'expérience. Donc on dit, la conscience, le sujet, tout ça, ça n'existe pas. C'est le fruit de l'activité neuronale. Donc pour moi, c'est une limite. Ce qui est étrange, tu vois, bon, ça c'est étudié aussi par d'autres, je dirais, philosophes. Là, on est plutôt chez les philosophes. Je pensais à la phénoménologie, quand tu parlais de ça, Husserlienne ou Heidegger. Une des choses, c'est il n'y a pas de subjectif, ni d'objectif. Il n'y a pas de sujet indépendamment de l'objet, puisque le sujet découle de l'objet autant que l'objet découle du sujet. Il y a une intersubjectivité, mot placé par Husserl. Intersubjectivité, autrement dit, le seul référent sur lequel on est capable de dire c'est vrai, c'est la conscience. Oui, c'est ce que disait Habermas. L'objectivité est en fait une intersubjectivité. Oui. Par conséquent, quand tu suis la logique de ça, le seul référentiel pour avoir une science différente dans sa méthodologie, c'est d'intégrer le phénomène de conscience. Oui. Alors... Bon, la physique quantique a très bien compris la chose, mais la méthodologie, c'est une autre affaire. On est toujours dans l'objectivité. C'est très discuté, même en physique quantique. Quand j'étais en Ukraine, je discutais avec un prix Nobel en physique quantique, donc je lui ai posé la question. Il m'a dit non, la physique quantique, elle est purement rationnelle. Elle est purement causale. D'accord. Toujours, ils sont restés sur ce... Certains, en tout cas. Après, d'autres physiciens quantiques, comme je crois qu'il s'appelle Trapp ou Strapp, je sais plus, qui a connu, un des vieux de la vieille, là, qui a connu Heisenberg et toute la bande. Lui, il semble dire qu'il y a un facteur conscience qui joue dans tout ça. Mais l'interprétation de la mécanique quantique est encore très, très discutée. De toute manière, lorsqu'on prend le référent conscience, avec cette intersubjectivité, la dichotomie scientifique vole en éclats. La méthodologie, dans ces cas-là, n'a plus lieu d'être. On intègre le phénomène de conscience qui lui-même interagit avec une dimension intérieure qui ne peut pas être reproductible. Tout ça. Et là, c'est quelque chose d'intéressant. Donc c'est plus scientifique. C'est ça. On ne peut pas reproduire, on est plus scientifique. Alors comment peut-on intégrer, en sachant que le mot science et conscience, la parenté, on l'a lié au mot savoir tout à l'heure. Alors peut-être que cette méthodologie en question, qui est non reproductible, consiste à savourer une expérience tangible pour la comprendre dans son intériorité avec un schéma imaginal. Alors ça veut dire quoi avec un schéma imaginal ? C'est-à-dire qu'il faudrait intégrer dans la méthodologie, et là ça serait intéressant d'employer tout ça sur tout le regard du savoir humain, au lieu de projeter des systèmes de connaissances qui deviennent des savoirs, à une méthodologie fixée qui nous empêche de nous atteindre et d'entrer en nous-mêmes, première étape, intégrer le phénomène de conscience, intersubjectivité. Deuxième, tout ce que produit la conscience est de l'ordre de l'imaginal, parce que ça provient de ce monde-là. Donc il faut l'intégrer dans la méthode. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que pouvoir observer son jeu de la conscience qui va se mettre en place. Donc la méthodologie, qu'on pourrait dire mythodologie, à partir de là, pourrait être mise en place si l'imaginal et l'esprit qui est derrière
plus la conscience qui met en acte tout ça, faisait un tout. Un tout dans une dynamique de mise à disposition pour rendre tangible quelque chose d'intangible en prenant conscience du jeu de la conscience. Donc, ça veut dire que l'être humain devient son propre laboratoire. Exactement, ouais. Et que, à ce moment-là, il n'y a plus de modèle vraiment, il y a juste une expérience directe qui rentre dans le flux de la transformation permanente de la nature. Et donc lorsqu'on communique une expérience que tout le monde peut voir, parce qu'on est conscient de ce qu'on fait, donc une science consciente d'elle-même, ça serait intéressant, on répond à Rabelais, science sans conscience, ce qui serait intéressant, c'est cette mise à disposition de cette méthodologie permettrait aux hommes de communiquer une expérience transpersonnelle, impersonnelle, et également imaginale, qui pourrait être formulée pour que chacun puisse communiquer selon le même moyen. Et seul le mythe peut revenir à ce mode-là. Un mythe où le langage est universel, et on intègre le langage du mythe symbolique, dans les processus. Ce qui est anti-scientifique, parce que c'est analogique face à l'analyse, et ce qui voudrait dire que l'analyse n'est que le support de l'analogie. L'analogie se présente, et l'analyse expose et explique l'analogique. Ce qui veut dire que l'imaginal se présente, et ensuite la méthodologie expose aux yeux de tout le monde ce mode de fonctionnement-là. Et là, on est dans un savoir, je dirais, beaucoup plus intériorisé, un savoir, oui, plus humain, en fin de compte, qui ne cherche pas à faire de la technologie pour la technologie, ni de la science pour le simple progrès de la découverte, mais pour le développement. Je reviens sur le point. Sur le développement d'une prise de conscience plus haute de l'humanité. Et donc, la technologie devient un support de ce développement-là. Que penses-tu de ça? Qu'est-ce que je pense de ça? Je suis allé loin. J'ai un questionnement sur la question de la communication. Oui, ça c'est difficile, c'est délicat là. Parce qu'on a beau dire en mécanique quantique qu'on est tous reliés par le champ quantique, ce qui est peut-être vrai si on considère d'une manière élargie qu'au moment du Big Bang, tous les atomes étaient reliés par la même fonction d'onde. Donc du coup, après, on peut considérer qu'il y a une espèce d'unité de présence de l'univers à lui-même. Mais en même temps, on a beau parler, là, je rentre pas dans ta conscience et tu rentres pas dans ma conscience. Et donc à ce moment-là, on rejoint tous les propos de Leibniz qui disait chacun individu est relié à une monade et les monades sont des tout en soi et ne peuvent pas communiquer avec les autres. Donc pour moi, ça me pose une question, j'ai pas de réponse là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que l'autre est un mystère absolu ou est-ce qu'il y a des espèces de ponts, de niveaux de réalité qui permettent d'entrer ou de comprendre de manière sensible la nature de l'autre? Je sais pas. Enfin, je sais qu'il y a une contradiction entre les visions quantiques et puis la réalité ordinaire, si je puis dire, qui fait que même quand j'ai des états de conscience non ordinaires, c'est-à-dire ouverts sur les plantes, sur les animaux, sur les autres êtres humains qui m'entourent, où j'ai eu des phénomènes de télépathie, des choses comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment rentré dans la conscience de l'autre? Je ne crois pas. Donc il y a un mystère qui reste toujours présent. Ouais. Wittgenstein parlait de solipse à ce niveau-là. Ouais. Il rejoint Leibniz. On a une expérience de vie incommunicable. C'est ça. Les mots qu'on utilise ne parlent que de moi-même. Ouais. Mais l'autre se représente mon expérience à travers la sienne. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand je suis tombé, je me suis fait mal, ma souffrance, ma douleur, elle m'est personnelle, mais elle est incommunicable. Par contre, elle peut être représentée
pour l'autre, parce que lui aussi il a chuté, mais pas comme moi, et voilà. pas de la même Donc, intensité. il est imaginé par rapport à sa propre expérience, mais elle est forcément fausse. Oui. Et c'est ça l'incommunicabilité de l'expérience personnelle. C'est le solipse. Après, ce que je trouve vraiment intéressant, ce sont les textes hindous, par contre. Alors là, la sommité des textes hindous, j'ai jamais vu ça. Eux, ils vont déployer ce solipse-là bien avant Wittgenstein, et la civilisation occidentale, et tout ça. Hein. On est avec les Upanishads, avec d'autres textes comme ça. Ils vont déployer cette idée-là. Le soi est un solipse. Personne ne peut le comprendre sauf lui-même. Par contre, il produit des réalités qui sont des réitérations de lui-même. Et ces réalités deviennent des êtres vivants. Ça veut dire on est des bulles de solipse, tous, des bulles de solipse, avec le même schéma, le même modèle, la même structure, par contre une réalité personnelle, mais le modèle est identique. Et le soi interconnecte la totalité à travers son champ de conscience. Ça veut dire que nous sommes dans le solipse du solipse. Si je saisis ça, toute la réalité est une projection de la conscience cosmique, et moi, en tant que petite bulle qui flotte dans l'univers, est un solipse parmi des milliards et des milliards. Mais je suis formalisé de la même manière que toi et que n'importe qui. Le modèle est identique, et ce qui montre que, dans les Upanishads et ces autres textes-là, en me mettant en contact avec ma profondeur intérieure, qui est le grand soi, le solipse fondamental, je suis capable de voir de l'intérieur les autres solipses. Mais pour ce faire, je suis obligé de passer par cette totalité qui englobe toutes les parcelles, et donc, en tant que personne unique, je ne peux pas communiquer. Justement, tu vois peut-être le grand soi, mais tu ne vois pas les autres solipses. Alors, la communicabilité cause problème jusqu'au bout, tu as tout à fait raison. Ouais. C'est pour ça que le langage du mythe, qui dépasse justement le langage formel du quotidien, tend vers ce langage universel, où tu parlais tout à l'heure de Prométhée. Mais c'est une image, Prométhée, qui parle à tout le monde, parce que tout le monde peut vivre Prométhée. Alors, qui parle à tout le monde dans la culture occidentale, gréco-romaine. Effectivement. Occidentale. Effectivement. Le langage du mythe a toujours une couleur, une teinte, on est d'accord. On est d'accord. Donc il y a une collectivité qui s'installe. Mais dans cette collectivité, on est en communication à travers un langage commun. Communication commun. Donc, est-ce que tu penses qu'une science qui utilise le langage du mythe peut apposer sur cette surface de la Terre une connaissance autre que le progrès vers l'infini et de la relativité? Donc une connaissance intérieure. En tout cas, le langage du mythe, ou en tout cas le langage du symbole, puisque le symbole est plus universel que c'est ça. le mythe. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est possible pour dépasser ce solipse, justement? Oui, je pense qu'il y a un moyen de communication qui est de l'ordre du... C'est intéressant de voir que les langues sont à la fois symboliques et grammaticales, c'est-à-dire rationnelles. Donc elles possèdent les deux composantes. Et puis le langage symbolique, qui est le langage des rêves, au fond, est plus universel, même que les langues vernaculaires, du reste. Donc, dès qu'on rentre à la fois dans le symbolisme et dans l'analogie, on touche deux universaux qui appartiennent au monde de la conscience, et qui sont l'équivalent, on va dire, des nombres et des équations mathématiques. Donc, je pense que si on développait le langage... Alors ça veut dire quoi développer le langage symbolique après Enfin, un outil pratique, oui, réel, pratique. Oui, non, mais il faut oublier les outils. Alors, scientifique, tu vois, pour remplacer... L'outil, c'est toi. L'outil, c'est l'être humain, c'est notre corps.
Après, il faut oublier les outils. On ne fera pas de télescope symbolique c'est pour sûr. explorer le monde du sens. Le télescope, c'est toi. Donc, donc, je- donc, on est dans ce monde où on fait des outils parce qu'on est paresseux. C'est bien de faire une bêche, ça évite de gratter la terre avec ses doigts. C'est bien de faire un tracteur, ça évite de bêcher. Et c'est bien de faire faire exploser tout le système parce que c'est, etc. Mais c'est toujours de la paresse. C'est-à-dire que le premier homme qui a cassé une pierre pour en faire un outil, c'était de la paresse. Le premier homme, non. Le deuxième, oui. Premier homme, Il a eu l'idée et l'autre il a dit ah ça c'est une bonne idée, je te l'applique. Ben voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc si nous étions le premier homme, Ben oui, voilà. Mais il faut toujours. Alors, l'idée, oui, dans ce champ nouveau qui serait l'exploration du monde imaginal et du symbolique, c'est l'idée, c'est d'être en permanence en contact avec la spontanéité du premier geste, le surgissement de la première pensée et la vérité de la première émotion. C'est ça. Et à ce moment-là, on n'est plus dans les recettes, mais dès qu'on fait une chose une deuxième fois, ça ne fonctionne plus, on est dans la paresse. Donc tu es dans la reproductivité du schéma et c'est Voilà. pas du tout comme ça. Ce qui m'est extrêmement délicat et difficile à mettre en place et en mots, tu vois, c'est tout le monde parle, tout le monde, enfin, c'est qui tout, c'est qui le monde, mais enfin, c'est autre chose. Changement de conscience, développement transpersonnel, changer la société, il faut d'abord se changer soi-même, Krishnamurti, tout ça, c'est faire l'œuvre du bien, le suressentiel, cette chose qui nous dépasse, pour la ramener ici, qui nous habite. Si on parle, c'est parce qu'on a quelque chose à dire. Si on n'a rien à dire, on garde le silence, on ne parle pas. Mais ça se discute, hein. Justement. Ceux qui ne veulent pas parler, ils sont dans le silence, dans les monastères ou des hommes silencieux. Moi, je serais pour l'option inverse. Ça serait quoi? Si on parle, c'est qu'on n'a rien à dire. Parce que on a besoin d'être reconnu, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'exister, on a besoin de remplir le vide. Remplir le vide. Ou on a besoin de s'exposer, ou plutôt de se déballer. Un besoin personnel. Parce que quand on parle, on se déballe bien plus qu'on ne s'expose, en général, puisqu'on contrôle le truc. Par contre, quand on est dans le savoir, on se tait. Quand on est dans la connaissance, on se tait. On garde le silence. On garde le silence. Donc c'est plutôt mauvais. Bon, à quoi ça sert alors de changer le monde en parlant? Mais pourquoi changer le monde? Bah, si on suit ce qu'on entend, je dis ça. Moi, je trouve que c'est prétentieux de changer le monde. Parce je veux dire, il suffit d'avoir voyagé un peu. On voit qu'il y a 7 milliards d'individus sur la planète. Voilà. Alors, peut-être Marx a changé le monde, ou Einstein a changé le monde. Mais est-ce qu'ils ont voulu changer le monde? Tu vois, c'est-à-dire Einstein a voulu comprendre un truc, Marx a voulu, alors sans doute aussi soulager la souffrance de la classe ouvrière du 19e siècle, c'est possible. Mais c'est pas eux qui ont changé le monde, c'est parce qu'ils étaient en phase avec les forces de l'histoire. À quoi sert la science dans ces cas-là, s'il faut garder le silence? Alors, on rejoint la question du solipsisme qu'on évoquait tout à l'heure. Tout à fait. Et là, je sais pas. Je sais pas. C'est faire du bruit, remplir du vide. Parce que, en même temps, bah oui, la communication, alors c'est les anthropologues qui disent ça. La communication chez les humains a la même fonction que le dépucelage chez les singes, c'est-à-dire s'enlever les puces. Et donc les singes, ils s'enlèvent mutuellement les puces, c'est un acte social. Ça relie les membres de la communauté, ça soude les membres de la communauté. La parole chez les humains, c'est pareil, c'est un acte social qui soude les membres de la communauté. Donc c'est une fonction, plus de mon point de vue psychosocial, qu'une fonction réellement de connaissance.
celui qui connaît, franchement, je ne suis pas sûr qu'il a envie de bavarder. Mm. Moi, franchement, je ne m'acharne pas à changer les choses. Bon. Que penses-tu de ces gens-là? Bah, je pense qu'ils sont mus par plein de bonne volonté, mais qu'ils oublient que, qu'ils oublient que le dossier de, voyez, ma spécialité, c'est elle qui va changer le monde, est déjà bien rempli. C'est une forme d'aveuglement. Je suis psychologue, je veux plus d'amour pour changer le monde. Je suis bouddhiste, je veux plus de méditants à l'école pour changer le monde. Je suis économiste, je veux plus d'argent pour soulager la pauvreté. Je suis politicien, je veux plus de courage, etc. Donc chacun projette sa propre compétence et son propre dossier pour changer le monde, ce qui est absurde. Puisque, encore une fois, c'est un problème de solipsisme. Alors, on est vraiment au niveau du savoir sur tous les plans. Le savoir fait beaucoup de bruit. Le savoir nous empêche de nous comprendre nous-mêmes, mais de la buée. Le savoir, c'est un lieu où tout le monde s'exprime pour dire beaucoup de choses et a envie de parler. Oui, mais pas c'est un chaos. Mais pas seulement. Le savoir, c'est la matrice par où l'intuition va pouvoir devenir féconde. Mais pour qu'elle soit féconde, il faut bien faire germer quelque chose dans le savoir. Non, mais on le voit en science. Oui. C'est ce qu'on appelle la sérendipité. Moi aussi j'ai du mal à le dire, et je vois ce que tu veux dire. Voilà. C'est le fait qu'un événement imprévu soit pensé par le scientifique et qu'il fasse une découverte, comme la pénicilline avec Pasteur aussi. Et Pasteur aussi, etc. C'est-à-dire, on connaît l'histoire, hein, Fleming, il avait un assistant il était parti en vacances, il avait confié des boîtes de pétri avec des petites bactéries à son assistant, puis il rentre, puis l'assistant lui dit « Oh, celles-ci, là, elles ont mal poussé, je vais les jeter ». Et il dit « Non, elles ont mal poussé, c'est très intéressant, c'est comme ça qu'il a découvert les antibiotiques ». C'est la pousse des bactéries, la croissance des bactéries, justement. Donc au fond, c'est le hasard qui est fécond. Et lorsqu'on a... Alors, c'est la différence entre un chercheur et un technicien. C'est-à-dire, le technicien, il est dans le savoir, tac, il fait le même, ça va pas, je jette, et je recommence. Le chercheur, lui, il est dans le doute, le questionnement, donc il a créé cette matrice de pensée à l'intérieur de lui-même qui va lui permettre de faire une découverte. Donc non, le savoir est essentiel pour révéler l'esprit. C'est pas pour rien d'ailleurs que esprit et esprit, avec et sans majuscule, ça résonne d'une certaine manière. Mais c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, bien évidemment. Après, on peut aussi contacter l'esprit par d'autres voies que la pensée, directement par l'art, par le physique, avec certains exercices de je sais pas quoi, de tai chi, qigong, etc. Donc les voies sont multiples. Mais sur le contact par la pensée, au moins on peut le questionner, l'élargir et lui donner une plus grande amplitude, je crois. Non. Je réfléchis en même temps et je me dis qu'on fait tellement de bruit pour rien. Ça, c'est sûr. Je me dis que beaucoup parlent pour parler d'eux, enfin pour parler de leur vide qu'ils désirent combler. Et on ne peut pas être dans un monastère intérieur, cette monade intérieure, reclus sur soi-même, en disant le monde s'écroule ou les choses disparaissent. Est-ce que l'acte d'amour ne vient pas justement bouleverser ce schéma-là en disant très bien, il y a le savoir, il y a l'interaction, la communication, il y a le jeu de la conscience, autre méthodologie, et ainsi de suite. Mais justement, si l'amour n'était pas là pour nous montrer aussi que la vie elle-même est un acte d'amour et que le désir, quand il est bien fait, cherche à manifester cet amour, que ce soit à travers l'art, la science, et on intègre l'homme dans cette méthodologie, je pense que dans cet acte d'amour,
je pense, une sincérité, une honnêteté. Mm. Donc on sort du solipse pour essayer de communiquer l'incommunicable, mais ça reste un acte d'amour, mais qui ne désire pas euh, soudoyer l'autre en lui disant « je t'aime par la force ». C'est vraiment un amour inconditionnel. Qui laisse la liberté à l'autre Tout à fait. procéder Oui. aux transformations Oui. ou pas. Bah, tout l'élan humain est d'abord un acte d'amour, hein, que tu vas, pour l'enfant qui marche, jusqu'à celui qui recherche la reconnaissance aux yeux des autres. Tout ça, c'est des actes d'amour, mais bons ou pas, toxiques ou pas, des fois. Donc je pense que cette chose qu'on ne sait pas nommer se déploie à travers un acte d'amour réellement, de connaissance aussi, d'entendement, et que peut-être qu'il faudrait développer, encore une fois le mot développer, pour apprendre des choses autour de nous, pour qu'on puisse mieux s'aimer soi-même aussi, pour développer l'amour en soi et la connaissance, mais aussi pour la société, sans qu'il y ait un rapport conflictuel entre l'un et l'autre, entre le collectif et l'individuel. Est-ce que tu vois ce que j'essaie de dire? C'est-à-dire un acte de procréation, de Mais fécondité. ça change pas forcément le monde. Tu penses que ça change le monde? Je ne pense pas que ça changerait le monde. Par contre, le prendre conscience que cet élan est à l'intérieur de nous, et on ne fait pas l'autruche en disant ça n'existe pas et que je dois être objectif pour remplacer ce monde de la mécanique et remplacer toutes ces méthodologies qui n'intègrent pas le phénomène de conscience. Ce qui meut la conscience, c'est aussi l'acte d'amour, de fécondité, c'est pour ça que je pensais à ça tout à l'heure. Et je pense que dans un acte d'amour, dans un collectif où c'est un amour non pas naïf, mais réellement de connaissance, un amour de développement et d'apprentissage, on changerait la donne. On changerait la donne. Oui, ça rejoint le sablage du corps, c'est-à-dire pour toutes les traditions, sauf la nôtre, l'intelligence, elle se situe dans le cœur. Mais là, c'est très symbolique, hein, l'intelligence du Non, mais cœur. c'est plus que symbolique, c'est-à-dire c'est la connaissance est un acte d'amour. Et non pas un acte froid qui vient du cerveau-là. Et la connaissance est quelque chose qui en même temps qui est jubilatoire, donc qui crée, tu vois, ce côté expansion du cœur. Oui. Mais là où je suis réservé, si tu veux, c'est sur toute tentative que j'appellerais volontiers une illusion de la part d'un individu d'avoir les prétentions de changer le monde. D'abord parce qu'un individu, c'est quand même pas grand-chose dans le monde. Ensuite que s'il y a des gens qui, par leur exemple, ou leur exemplarité, ou par leur découverte scientifique, ou par leur art, etc., ont des disciples, entre guillemets, c'est pas parce que c'est eux, c'est parce que cet art, cette découverte est dans l'air du temps. C'est-à-dire, elle devait arriver à ce moment-là de l'histoire. Donc c'est eux qui l'ont fait, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. On sait que quand j'étais en laboratoire, pourtant j'étais sur un sujet très très pointu, il y avait peut-être 10 personnes dans le monde qui travaillaient dessus. Ben, les publications arrivaient par salve. C'est-à-dire tout au même moment, et de grands moments où il n'y avait rien. Et si on regarde l'histoire des sciences, il y a eu des découvertes en même temps importantes, etc. Donc, je pense que le mieux qu'on puisse faire, c'est révéler à travers son œuvre, ce qu'on est, à petite ou grande échelle. L'échelle n'a aucune importance ici. Les besoins du monde invisible, ou ce qui nous traverse. Et puis bah, si d'autres personnes sont sensibles à ça, tant mieux, mais c'est plus notre job. Ça ne dépend plus de nous, c'est ça que je veux dire. Alors que la volonté de changer le monde est catastrophique.
la volonté d'un monde meilleur, mon Dieu, on sait à quel point il est pavé de bonnes intentions, C'est sûr. et ça fait des enfers. Oui, c'est sûr. Donc non, moi je suis très prudent par rapport à ce genre d'ambition et qui me paraît quand même très, soit très projectif, soit très de la toute-puissance. Tu vois. Tu vois, toutes. Enfin, on vient de faire des tours sur plein de Oui. sujets différents. Oui. Tous ces sujets nous montrent qu'on recherche en fin de compte le pas juste Mm. pour bien marcher. On n'a jamais sorti du sujet hein, Mm. pour apprendre à bien marcher. Mais bien marcher, c'est poser son pas là où il faut au bon C'est moment. ça. C'est très délicat. Hein. Avec- Surtout dans ce monde où on vit. Toi, tu vis peut-être à la campagne. Moi, j'habite autour de Paris, dans la région parisienne. Et les impulsions, les tensions, c'est très difficile. Tu vois, donc soit on est dans un monastère intérieur, et un monastère Oui, oui, que l'on construit à l'extérieur comme une forme de défense, oui. soit on est dans le flux, et là, Et là, c'est difficile parce que on est décalé par rapport là à l'état de conscience collectif. complètement, moi j'en souffre. Hein. Oui, je comprends. Je peux te le dire constamment. Et la souffrance, elle se situe même au niveau de, je dirais, normalement ça doit me rendre joyeux. Tu vois, ces expériences ou ce qu'on essaie de dire, ça doit me rendre joyeux. Mais le flux de ce monde est tellement puissant et tellement fort que ça me rend malheureux. Oui, je comprends. Tu comprends? Et dans la communication, dans la sociabilisation, partout. Et on se dit, mais si on veut changer le monde pour le rendre meilleur, c'est pas pour pallier ma souffrance, tu comprends? C'est pas du tout pour ça. C'est pour faire entendre, j'entends bien le mot, faire entendre aux autres et faire voir aux autres ce qui agit à travers eux. Et c'est très délicat, parce qu'on est dans un monde où tout est classifié, et risible, et segmenté, et fragmenté. Et l'homme réunifié, je pense à toi. Et je suis en contact. Si je te parle de ça, je suis en contact avec plein de gens. Tu suis des gens qui sont en quête de sens, comme toi, tu en vois souvent, et qui sont dans ce flux-là. Et qui souffrent autant que moi, voire Oui. plus. Oui. Comment Oui. répondre à cette souffrance? C'est ça qui m'interpelle, tu vois. Comment? Pas uniquement la mienne. Tu suis? Écoute, je n'ai pas de réponse. Le seul élément qui me vient, c'est persévérer. Et... Non, c'est vrai. Persévérer jusqu'au moment où il y aura un basculement, parce que le champ morphogénétique du nouveau monde va rendre l'autre obsolète et moins attractif. Mais c'est une question vraiment de balance des forces, si tu veux. Mais pas en termes de combat, en termes d'intensité de présence. Donc c'est persévérer dans ce monde devenu fou, tout en conservant des oasis de lumière, et voilà, et puis de toute façon tout change. Donc le monde fou, il va changer aussi. La seule chose que tu vois pour l'instant, c'est la persévérance. Oui. Ah oui. L'espoir. On revient à ça. Moi, non, je dirais Non, pas l'espoir. c'est Parce quoi? que l'espoir, c'est projeter sur l'avenir des choses qui n'existeront peut-être pas ou qui existeront, on sait pas. Ouais. Non, la persévérance, c'est la confiance absolue dans le fait, dans son âme. C'est-à-dire dans le fait que le chemin qu'on suit est nourrissant au moins pour soi. Et qu'il n'y a pas d'autre alternative. J'entends bien. C'est vrai que ça crée des espaces de souffrance, c'est Ouais. vrai que c'est difficile, c'est vrai que... Mais on s'en fout. Et tout ça, c'est de l'apitoiement en réalité sur soi, si on est sur une voie transpersonnelle. Oui, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Voilà. Tout à fait raison. Une autre idée, après on pourra terminer. Oui, Hein. oui. Je sais que je te fatigue. Ah, ça va encore. C'est à ton avis, a-t-on décidé de venir ici et maintenant par un choix qui nous est propre, dans un autre temps, un autre lieu? Et je te parle pas mentalement, hein, Oui, oui, d'accord?
Je te parle plutôt comment tu sens les choses, si tu as pu comprendre quelque chose. Moi, je pense qu'on m'a poussé de mon petit nuage. Descends ici. Descends ici, c'était à l'accident. Alors, tu es dans le mythe justement de la chute par rapport à Ah ça. oui, je suis dans le mythe de la chute. Ouais. Ouais. C'est ce qui te parle le plus. Oui, oui, oui. Moi, ce qu'on a choisi, bon, en fait, on n'en sait rien. On peut après élaborer des trucs, mais non, ce que je sens, c'est que pas forcément de raison. Que je sois là aujourd'hui, ou plutôt pas. Je sais pas, c'est... Je n'ai pas la vision du plan là-dessus. Tu sais, ça c'est des questions perso, parce que la crise existentielle oblige. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que j'en pense? Co-créateur. Ouais. Voilà. Co-créateur de ma propre condition. Dès l'origine. Voilà ce que je vois. Donc, tu es arrivé ici par hasard ou tu es arrivé ici par nécessité ou tu es arrivé ici parce que c'est le moment? C'est le moment. Ah. C'est le moment. Et je suis... Bon, je mets des guillemets à tout ça. Hein. C'est encore flottant, tu vois. Je suis co-créateur, très bien. Donc c'est pas vraiment une chute, à moins que la chute s'intègre à la co-création. Mais ce que je vois, c'est que je suis ici tout de suite là maintenant, parce que la dynamique fait que sans les problèmes par lesquels je suis passé, parce que tout le monde passe par des problèmes, je n'aurais jamais été ce que je suis maintenant, truc cause à effet simple, mais parce que j'ai traversé tout ça, en ce temps, en ce lieu, en ce moment, je suis là, en train de te parler là. Le présent. Donc, je suis co-créateur parce que je le vois ça constamment. Je ne serais pas là si je n'étais pas passé par ça. Et il fallait que je traverse ça, toute mon histoire personnelle, pour en arriver à ce point de l'histoire. Voilà ce que je vois. Ça te parle? En même temps, c'est peut-être une... C'est toujours pareil, oui et non. Tout dépend d'où on voit les choses. C'est-à-dire, on peut les voir d'en haut en disant, bon, bah, oui, forcément, il y a une espèce de... Tout ce qui arrive n'est pas par hasard et nous conduit vers une forme de réalisation ou un sens par rapport à des gens, à un environnement, etc. Mais on peut aussi le voir d'en bas en disant que tu rationalises a posteriori ton histoire. Oui, c'est le risque, oui. C'est le risque. Ouais. On ne peut pas savoir. Ouais. On peut pas savoir. Sauf un éclair. Sauf un éclair, exactement. Ok. On aura fait le tour. Allez, on a fait le tour. Je te remercie bien, Luc. Merci.